Généralité sur la programmation d'API, norme IEC 1131-3. Donc, dans ce module, nous allons voir quelques généralités, notamment sur l'adressage et les types de programmes, les langages de programmation. Déjà, c'est quoi la norme IEC 1131-3? En effet, bien sûr, elle provient de la norme IEC 1131. C'est une norme internationale sur la programmation des automates programmables. De plus en plus de fabricants utilisent cette norme et ça nous procure certains avantages. Notamment, les programmeurs sont plus aptes à intervenir sur plusieurs plateformes différentes. Voilà. Que ce soit Siemens, que ce soit Schneider, voilà. Ils auront les mêmes langages de programmation qui sont reconnus par la norme, le même modèle d'adressage également, ce qui va limiter les coûts de formation élevés pour chaque environnement. Voilà. Et ce qui va permettre aussi la réutilisation des programmes d'un environnement à un autre. Ensuite, on va voir c'est quoi une variable. Ça, c'est le premier point qu'il faut savoir aborder avant de se lancer dans la programmation. Donc, concrètement, c'est quoi une variable? Certaines personnes auront des notions. Pour ceux qui n'en ont pas, on va décrire brièvement ce que c'est qu'une variable. Alors déjà, dans un premier temps, la mémoire d'un automate est organisée en plusieurs blocs de mémoire, oui, qui sont en fait des bits. On a plusieurs regroupements de 8 bits, des octets, dans la mémoire d'une CPU. Bien sûr, ça va dépendre de sa taille, voilà. Plus la taille mémoire sera grande, plus on aura des cases mémoire plus conséquentes. Et il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types de variables. Donc, il y aura des variables qui vont prendre moins d'espace mémoire que d'autres. Ça va dépendre de l'application. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'automate, lui, ne reconnaît pas le monde extérieur. Il ne reconnaît pas un bouton pour soi, un capteur, des moteurs, voilà. Lui, il communique par des variables. Voilà. Donc, quand on va faire l'adressage, en fait, on va réserver des cases mémoire dans la mémoire de l'automate pour lui dire, OK, cette case va représenter tel capteur. Voilà. Je vais prendre l'exemple. Là, on a une boîte à boutons. Et là, on a un bouton d'arrêt d'urgence. En fait, comme vous le savez, un bouton, voilà, il a deux états possibles. Soit il est appuyé, soit il n'est pas appuyé. Et en fait, nous, pour que l'automate reconnaisse ce bouton, on va réserver un espace en mémoire pour ce bouton. Donc, par exemple, pour l'adressage, on va dire, voilà une variable qui va s'appeler bouton. Elle va rester dans cette zone mémoire. Elle aura tel nom. Et en fait, ce sera quel type de variable? Ce sera une variable tout ou rien, parce qu'on a dit c'est un bouton. Donc, juste avec un bit, on peut le gérer. S'il appuie, bah, la variable sera à 1, ça dépend. Là, on a un bouton d'arrêt d'urgence. Donc, s'il appuie, la variable sera à 0. Et s'il n'est pas appuyé, elle sera à 1. Vous voyez? D'autre part, on peut avoir d'autres types de variables qui nécessitent beaucoup plus d'espace. Le bouton, lui, il a besoin d'un seul bit. Mais par exemple, en bas, là, on a un potentiomètre. Et comme vous le savez, le potentiomètre a plusieurs valeurs. Par exemple, il peut aller de 0 à 100%. Donc, si c'est à 0, la variable doit être à 0. Si c'est à 10%, 20%, jusqu'à 100%. Cette fois-ci, la variable va prendre un étendu de valeurs. Donc, un seul bit ne va pas suffire. On aura besoin d'une variable qui sera un regroupement de plusieurs bits selon le type de potentiomètre qu'on a, selon sa résolution. OK, les types de données standards. Déjà, il faut savoir que la norme IEC, ça reprend un certain nombre de variables. Vous aurez la description dans la fiche complète de la norme. Donc là, nous avons retracé quelques variables les plus utilisées. Voilà. Là, nous avons les types, les limites possibles et la mémoire requise. Par exemple, une variable de type booléen, soit elle est à 0, soit elle est à 1. On a besoin d'un seul bit. Une variable de type byte pour dire octet. Elle peut varier entre 0 et 255 et elle est codée sur 8 bits. On a également des variables, des words, des double words, des entiers, des doubles entiers, des réels et des variables de type time. Voilà. Donc leurs limites et leurs mémoires sont décrites sur le slide. Ensuite, on va voir l'adressage. Ok, donc la norme IEC va définir ce modèle d'adressage. Donc pour adresser
des variables, on va respecter une structure bien précise qui est la suivante. En premier, on aura le pourcent, le symbole pourcent. Ensuite, on aura un préfixe, soit i pour les entrées, q pour les sorties, m pour les mémoires internes. Et enfin, on aura la taille. Voilà. Donc X, ou alors s'il n'y a rien, ça veut dire qu'on a fait un bit. Si on a B, on a fait un byte ou octet. Si on a W, on a fait un word ou mot. Et si on a D, on a fait un double mot. On a quelques exemples là. Si on voit par exemple pourcentage IW4, bah, il s'agit I d'une entrée. W, on a dit c'est pour des mots dans une entrée analogique parce qu'on a besoin de plusieurs bits et ça commence au quatrième octet. Là, on a Q pour dire une sortie. Ensuite, on a rien, on a directement 1. On a dit que si on a rien ou alors si on a X, ça veut dire qu'il s'agit d'un bit. Donc là, en l'occurrence, nous avons une sortie qui est à l'octet 1 et à la position 1 de cet octet. Et en dernier lieu, bien sûr, on a là un M pour une mémoire interne, un D pour dire que c'est un double mot, et il commence au sixième octet. Donc là, on a quelques exemples. Donc par la suite, on va voir comment organiser la mémoire globale d'une CPU. Alors, comme je l'ai un peu introduit, la mémoire organisée en plusieurs cases mémoire. Vous voyez là, on a plusieurs octets qui sont répartis de l'octet 0 jusqu'à l'octet N. En fait, là, ça va dépendre de la taille de la CPU. Ça va dépendre des caractéristiques de la CPU. Pour vérifier cette limite, on doit juste regarder les caractéristiques de la CPU. Donc, en terminologie Siemens, les octets sont des MB. Donc, ça va aller du MB0 jusqu'au MBN. Donc, il faut noter que là, ça va de la gauche vers la droite. C'est comme ça qu'est répartie la mémoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans chaque OB, dans chaque MB, pardon? Il y a en fait des bits. Vous voyez, par exemple, pour le MB0, on a du M0.0 jusqu'à M0.7. Il faut remarquer qu'ici que les octets vont de la gauche vers la droite, mais dans chaque octet, ça va de la droite vers la gauche en ce qui concerne les bits. Donc ça, c'est une remarque très importante. C'est sur ça qu'est basé l'adressage, donc il faut vraiment avoir ça en tête. Donc tous les autres octets sont répartis de la même façon. Voilà, toujours du premier bit au septième bit, en allant de la droite vers la gauche. En fait, le système d'adressage, c'est une notion vraiment importante, vraiment critique. C'est facile et il faut absolument la maîtriser, sinon on va tomber dans des erreurs qu'on ne saura résoudre ou qu'on ne saura interpréter. Alors la première des choses, on va parler des mots. Comme on l'a dit, un mot est codé sur 16 bits. C'est un regroupement de deux octets. Par exemple, si on prend le mot 10, le MW10, il est composé du MB10 et du MB11. Sachant à leur tour que les MB10 sont un regroupement des octets, comme on a vu précédemment. Ça veut dire quoi? Si on réserve cet espace, si on réserve le MW10 pour une variable, il faut savoir que le MB10 et le MB11 seront occupés par cette variable. Donc, pour les adressages à venir, on ne doit plus utiliser cet espace parce qu'il est déjà réservé à une variable. Si la variable 1 est dans MD10, donc forcément la prochaine variable peut éventuellement commencer à l'octet 12 parce que ceux-ci sont déjà pris. Avec les doubles mots séparés, un double mot, lui, il est formé de deux mots. Donc, par exemple, si on prend le MD10, il est formé du MW10 et du MW12, qui à leur tour sont respectivement formés du MB10, MB11 et MB12, MB13. Ça veut dire que si on adresse une variable dans le MD10, toute cette zone est occupée. Et forcément, la prochaine variable doit commencer à l'octet 14. Nous allons voir ici quelques exemples. Supposons qu'on ait 6 variables à adresser, dont là on a le nom, le type. On a une variable 1 qui est de type entier. Pour adresser les entiers, on va utiliser un type mot. On va utiliser le type mot qui est un regroupement de deux octets, dans le MW. Donc par exemple, comme c'est la première variable, on va prendre le MW0. Ensuite, pour la deuxième variable qui est de type réel, qu'est-ce qu'il faut faire? Le MW0, lui, il va prendre l'octet 0 et l'octet 1. Donc, ça veut dire que pour la deuxième variable, on doit commencer à 2. Et comme elle est de type réel, on va utiliser un double word. Donc, on a MD2. À son tour, la variable 2 va prendre tout l'espace
MD2. Donc, il va utiliser l'octet 2, l'octet 3, l'octet 4 et l'octet 5. Ça veut dire que pour la prochaine variable qu'on souhaite adresser, qui est de type booléen, bah, on ne peut qu'utiliser le 6. On peut utiliser à partir du 6. Et c'est ce qu'on a fait là. Donc, on a mis M. Ensuite, on n'a rien mis parce que c'est une variable de type booléen. Et on a mis 0. La suivante, variable 4, c'est booléen également. On va prendre le M6.1. La suivante, c'est booléen, le M6.2. Ensuite, on a envie d'adresser une variable 6 qui est de type entier. Les entiers sont les MW. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'octet 6 est déjà occupé. Ces 3 bits sont occupés. Donc, pour adresser notre variable 6, on va commencer à l'octet qui va suivre. Ou alors un octet à n'importe quel octet qui n'est pas déjà occupé. Donc là, en l'occurrence, on peut prendre le MW7. Le MW7 n'est pas encore occupé. Le 8 non plus. On aurait pu prendre des octets qui sont bien avancés. C'est pas obligé de faire les choses dans l'ordre. Voilà. Donc, on peut prendre n'importe quel autre octet qui n'est pas occupé. Ok. Donc, passons voir à la programmation maintenant. Comment se déroule le système de commande? En fait, ce que l'automate fait de façon régulière, c'est quoi? Il va lire les entrées, il va exécuter le programme d'utilisateur et en fonction de ce que le programme va demander de faire, il va écrire les sorties. Donc ça, c'est le cycle de fonctionnement d'un automate. Toujours dans cet ordre, il lit les entrées, il exécute le programme, il va écrire les sorties. Donc, la norme IEC 1131-3 reconnaît les 5 langages de programmation suivants. On a le premier langage qui est le langage liste d'instructions. Ce langage ressemble à l'assembleur. Dans l'environnement Siemens, c'est appelé list. C'est un langage traditionnel ancien de niveau très bas. Ensuite, nous avons le langage structuré. Dans Siemens, il est appelé SCL. C'est un langage avancé qui ressemble beaucoup au langage Pascal ou au langage C. Ensuite, on a le langage à contact, Leader, qui est un langage très utilisé et qui est facilement reconnu par les électriciens. Voilà, en fait, il utilise des symboles électriques. Donc, toute personne à l'aise avec les schémas électriques sera à l'aise avec ce langage de programmation. Nous avons également le langage bloc fonctionnel, Logigram. Voilà, en fait, dans ce langage, il y a des blocs qui vont exécuter des fonctions précises. Des blocs qui auront des entrées, qui vont exécuter la fonction et qui vont fournir la sortie. Et le dernier langage qu'on a, c'est le langage Graph7. Voilà, Graph, et bah, c'est un langage qui va représenter tout simplement les Graph7 tels qu'ils sont connus, des étapes, des transitions. En récapitulatif, pour ce module 2, nous avons vu les types de variables, le système d'adressage dans Siemens et les différents types de langages utilisés pour la programmation. Notez que cette notion, c'est très important, notamment le système d'adressage, parce que tout au long des sujets ou des projets de programmation qu'on aura à faire, nous serons amenés à réaliser l'adressage et il ne faut pas commettre d'erreur à ce niveau-là.